Mais c'est un discours de vieux con, parce que je suis un vieux con. Des fois, il m'arrive d'aller dans des salles, il y a zéro respect. Il sait de qui je parle. Je kiffais, tu vois. Le mot est juste quand tu dis on s'en foutait, et appelle des dossiers, je pourrais écrire un livre. Des anecdotes, j'en ai plein, mais je sais pas si vous la mettrez ou pas. Et où là où tu ranges ton portable, personne sort le portable. Parce que tout ce qui se passe à Cognac reste à Cognac. Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on va rencontrer la voix et le visage iconique du MMA français, Sébastien Leuve, et qui est le caporal, donc le speaker de beaucoup d'événements. Je vous laisse profiter de cette vidéo et on va le rejoindre à Sainte-Leu-la-Forêt, dans son fief. Et le trajet va être long. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir et un honneur pour moi. Il y a tout un décorum des sports de combat, le gala, habillé chic, beau gosse, tout ça, qui est vraiment propre et qui est vraiment, je pense, important, même si c'est pas dans tous les arts martiaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette tradition ? C'est important parce que le speaker, en fait, encore une fois, je me répète, il est là pour mettre en valeur deux combattants. Ces deux combattants arrivent avec leurs tenues qui leur sont propres, donc c'est du pied-point, ils ont juste un short, c'est juste de l'anglais, ils ont les gants avec les chaussures. Le MMA, ils sont pieds nus avec des mitaines. Donc c'est assez restreint comme tenue vestimentaire. Donc le fait qu'il y ait ce décalage entre le speaker qui a un nœud pape ou une cravate, une veste à paillettes ou n'importe quoi, ça fait que pour la présentation des deux boxeurs, on va les mettre en valeur. Donc il est normal que pour les mettre en valeur, on soit aussi présentable. Et non pas avec un jean, avec des claquettes et des chaussettes. C'est sûr, c'est sûr. Alors toi, tu as une carrière qui est vraiment grande dans les sports de combat. Tu as commencé déjà à être speaker en 2003. Exact. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Tu étais déjà dans les sports de combat avant. Et donc tu as un peu tout connu. Tu as connu cette époque où c'était vraiment une niche, mais quand même une niche très active. Il y avait des ambiances, 100% fight, le pancras, tout ça. Le vieux Hatch, déjà à l'époque. Et comment toi, t'as vécu déjà cette époque-là, cette montée des sports de combat? Et ça a été quoi les différentes évolutions que tu as connues dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Donc moi, je viens du Muay. J'ai commencé le Muay, j'avais 13 ans. Et puis, c'était déjà à l'époque le Muay Thai. Wow, c'était incroyable parce qu'il y avait cette image un petit peu mauvaise du Muay Thai où les gens qui pratiquent du Muay Thai, c'est que des gens qui veulent être violents, qui veulent s'en servir dans la rue. Alors, ce qui était déjà faux à l'époque, c'est encore plus faux maintenant. Et donc, après, j'ai vu l'évolution avec l'apparition avec la démocratisation un petit peu du Muay Thai et du kickboxing, etc. Avec le tournoi des 50 000 $, à Bercy. Il y avait déjà une médiatisation qui était plus importante qu'à l'époque. Et puis, moi, quand je suis revenu en France, il y avait eu l'UFC en 93, on n'en parlait pas beaucoup, il y avait des cassettes vidéo, c'était un peu confidentiel. J'arrive en France en 99 ou 98, 98, je sais plus, bon bref. Et là, moi j'arrive à Paris, donc je vais faire du Muay Thai au Cajun Club. Je vois un mec qui se bat avec un short moulant, je dis mais qu'est-ce que tu fais? C'était du pancras, c'est Loïc Porra. Et voilà, il avait amené un petit peu en France. Loïc a fait partie des précurseurs d'amener en France et de démocratiser ce sport. Donc qui était le pancras, le free fight à l'époque. Ouais, c'était déjà un des premiers combattants déjà dans la discipline avant d'être un arbitre. Loïc, avec Loïc et Alban Perron, on a été les 3 premiers champions d'Europe. C'était en 1999, en juin 99. Loïc en moins de 93, moi en moins de 85 et Alban en moins de 77, ou en moins de 75 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais c'était encore très confidentiel. Donc je me souviens, on allait combattre dans des vulgaires organisations en Hollande, on s'entraînait dans des cuisines. Non, mais c'était une époque, c'est génial. Après arrive un petit peu plus le 100% fight avec Stéphane Chauffourier, Hatch, qui commence à monter son premier gala, avec Loïc d'ailleurs. Et voilà, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, mais ça restait, moi quand j'en parlais autour de moi, il y a un gala de pancras. Personne connaissait le pancras. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu... Hatch, c'est le précurseur, Instant Hatch, on n'en parlerait toujours pas, en France en tout cas. Et donc, ça montait. Et puis, maintenant, on arrive à un sport qui va devenir, je pense, top 5 des sports en France. C'est sûr. Ouais, clairement. Clairement, là, c'est ce qui est en train de se profiler. Ouais. Ça se monte. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans les salles, déjà, ça augmente. Mais même les sports qui sont en parallèle. Ouais. En fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a que d'un côté, les sports de pied-point, comme le kickboxing ou le Muay Thai, ça monte en même temps que le MMA. Le grappling, ça monte en même temps que le MMA. Mais à côté, tout ce qui va être plus traditionnel, plus arts martiaux, là, c'est l'inverse.
Tu vois, les gens ils commencent un peu à se déserter, tu vois, à partir parce que il y a ce nouveau truc des sports de combat et ce côté on se dit l'efficacité. Alors qu'avant, tu sais, on faisait les arts martiaux pour les arts martiaux. Pour les arts martiaux. Maintenant, ça c'est pas efficace. C'est efficace. Il y a le karaté, dans la rue, ça sert à quoi, tu vois? En fait, ouais, je suis d'accord avec ça. C'est une culture. Il y a les sports de combat, les arts martiaux. Je pense que certains arts martiaux n'ont pas su évoluer, sont restés à l'ancienne école, ce qui est bien. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je suis le premier à dire que c'était mieux avant au niveau musical, au niveau cinéma. Et aussi, je pense, dans certains arts martiaux, là, j'ai envie de dire, c'était pas mieux avant. Ça n'a pas su évoluer comme il se doit. Alors, pas tous les sports de combat, pas tous les arts martiaux, pardon, mais c'est vrai que l'avènement du MMA fait que il faut suivre le mouvement, il faut progresser. Et moi, je cite toujours Jean-Marie Merchet, qui a été le premier à être champion de France de karaté et de Muay Thai la même année, qui lui a réussi à évoluer et à faire à haute tension du MMA. Donc c'est possible, mais il y a des lobbies. Il y a des gens qui ne veulent, ça ne doit pas bouger. J'en veux pour preuve le judo, ils ne veulent pas bouger. Pourquoi ? Le judo est un super sport qui est très complémentaire du MMA. Au lieu de dire que le MMA c'est pourri, vive le judo, le MMA vous êtes des brutes, ben non. Et pourquoi vous aiderez pas le MMA ? On va apporter notre science du judo pour vous aider à progresser. C'est juste politique. C'est juste un concours de quéquettes, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est encore une fois, ma tête est plus grosse que la tienne et je serai toujours devant toi. Et c'est dommage. Ouais. Et c'est dommage. Mais là, pareil, sur les époques qui ont été différentes, un Cyril Diabaté, il a tout fait. Il a fait du MMA, il a fait de la taille, il a fait du karaté. Shotokan, il a pas fait du sanda. Shotokan, pardon. Il a pas fait si je veux pas dire une bêtise. Sanda, un truc comme ça, mais il a fait de la compétition dans tous les trucs. Ouais. Alors que maintenant, il y a moins. Il y a Bush la Game encore qui, dans ce côté, je viens du karaté, il oublie jamais de le dire, tu vois. Il oublie jamais de le dire, mais c'est vrai qu'on a connu. Moi, je l'expliquais, Greg, hein, à l'époque, et du coup, Greg, moi, je le connais, Greg, en tant que MMA fighter, pas en tant que karatéka. Donc, c'est vrai qu'un mec comme Cyril, voilà, il a son éventail de sports de combat et arts martiaux est monstrueux. C'est donc la preuve que tu peux évoluer, tu peux. Mais ça reste encore une fois, je pense qu'il y a une génération qui ne changera pas. Moi j'ai 50 ans, ceux de ma génération, je pense, c'est 50 balais qui font du karaté, ils dénigreront tout le temps le MMA. Parce que c'est nouveau, ça arrive et ça prend la place. Et je pense que ça pique des adhérents. Ouais. C'est juste ça en fait. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. Ça m'enlève l'argent que je pouvais récolter. Mais il suffit de le dire, n'ayons pas peur des mots. Bien sûr que c'est ça. À l'époque, tout le monde était en karaté, le Muay Thai. Ah ben non, je fais plus du karaté, je fais du Muay Thai. C'était déjà le même problème à l'époque. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a ce côté aussi, tu vois, on disait, est-ce que c'était mieux avant ? Moi, je pense pas que c'était mieux avant, clairement. Je pense que c'est en MMA, par exemple, je pense que c'était juste différent. Mais tu vois, à l'époque, le MMA, il y avait cette mentalité où, en gros, on prend tous les arts martiaux et on voit qui est le meilleur. Ouais. Maintenant, c'est plus ça. En gros, c'est un sport, c'est le MMA. Il y a des pros de MMA. Maintenant, le niveau, pour moi, il est bien meilleur aujourd'hui qu'avant. Ah oui. Clairement, il y a des vrais pros maintenant. Ah oui. Mais c'est sûr que là où c'est différent, c'est que la mentalité, du coup, elle a changé. On n'est plus sur moi, je suis spécialiste de ça, à part le JJB. Parce que comme ils ont toujours leur truc. Mais à part ça, et un peu le sambo avec les. Mais j'ai l'impression que c'est une vague sans lui. Ils sont un peu repartis maintenant que les règles ont changé. Ouais, c'est pas faux. Ça les avantage plus trop de coller contre la cage et tout. C'est pas faux. Mais sinon, ouais, en MMA, il y a plus trop ce truc de vas-y, j'arrive avec mon sport. Moi, je suis un gars du K1. Moi, je suis un gars du Sanda. Et du Wing Chun. Ouais, et vas-y, je vais me taper contre tout le monde et je vais gagner en fait. C'est vrai qu'avant, il y avait le striker qui venait défier un mec qui était plus fort, par exemple en judo ou en jiu-jitsu comme tu l'as dit. On venait d'un style, il fallait qu'on s'adapte. Et c'est vrai que maintenant, ce sont des purs produits MMA. Et quand je vois le niveau amateur, qui est monstrueux en France, c'est incroyable. Les mecs, ils ont commencé en MMA. Ils n'ont pas commencé, bien sûr. À part des exceptions, j'ai commencé en boxe thaï, je me mets au MMA, mais généralement, je cherche un club de MMA. Je commence sur le MMA. Nous, il n'y avait pas ça. Il y a même des pros maintenant qui commencent à être comme ça. Quand tu vois les Mokaef et tout à l'UFC, des mecs qui ont des carrières amateurs longues comme mon bras et des MMAF et tout, machin. Ouais. C'est un truc de fou. Mais ça, je trouve que c'est bien. Ce qui a changé, quand tu disais tout à l'heure, c'était mieux avant. Le seul truc, moi, qui me dérange, c'est l'évolution de la société de l'époque, c'est qu'avant, on restait avec son coach. Avant, on restait dans son club. Avant, il y avait les vraies valeurs martiales qui se perdent maintenant.
Maintenant, tu vas emmener un mec faire des combats, il est avec toi depuis 2 ans, il a des résultats, il prend une défaite, il va se barrer parce que ça va être de ta faute. Et ça, je trouve que ces valeurs-là, on les perd. Et quand je dis on les perd, je suis plutôt même sur on les a perdus. Mais c'est un discours de vieux con, parce que je suis un vieux con, j'ai 50 ans et que ça me touche parce que c'est dommage, on forme des gamins, on est bénévole. Moi, c'est une association, c'est mon club, je prends 0, je suis bénévole, j'aime emmener mes élèves. J'ai la chance, personne m'a lâché parce qu'on est dans le Muay Thai, parce que c'est du loisir, parce que voilà, j'inculque des valeurs. Si tu rentres dans ma salle, tu dis pas bonjour, c'est même pas la peine de faire le cours, tu sors, tu dégages. Et c'était ça avant. Mais maintenant, des fois, il m'arrive d'aller dans des salles, il y a 0 respect, le prof il parle, ça discute, ça va boire sans que le prof dise vous pouvez aller boire. C'est dommage, mais ça encore, c'est parce que c'est mon discours de vieux con. Je sais pas, parce que après, c'est en fait, comme il y a plus de business, plus d'argent, plus de machin, il y a aussi ce côté grand club qui se démocratise, mais pas grand club comme à l'époque, il y avait juste des clubs avec des gens forts dedans. Là, c'est grand club comme un peu au foot. Oui, Où ils vont recruter carrément. Ouais. Tu vois, parce que tu disais un gars qui a une défaite, mais même pas, au contraire, un gars qui monte, qui a plein de victoires, bah il y a un gros club qui va arriver, qui va aller le chercher, et ce gars-là, au lieu de dire, il y en a qui vont rester fidèles, ils vont rester avec leur coach de toujours, mais il y en a d'autres, ils vont dire, allez, bye bye, oui, c'est ça, il y a telle personne qui m'a ouvert les portes et machin. Et ça, c'est, il y a quelques écuries françaises qui arrivent à avoir cette mentalité, à inculquer ces valeurs. La Old School Academy, c'est pour moi un des clubs les plus familiaux. Les clubs Old School, l'ancienne. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et Gaëtan, c'est un mec qui a été aussi élevé à l'école Jean-Marie Merchet. Et puis c'est un super gars, on se connaît depuis très longtemps. Et ses élèves, c'est ça. Hatch, même s'il y en a qui sont partis, c'est pareil. Hatch, j'ai l'impression qu'il essaye de fédérer, d'avoir cette team et d'inculquer des choses. Après, on peut pas, personne n'est prisonnier, évidemment. Puis dès qu'il y a un peu de « je te recrute, je vais te promettre que tu vas aller à l'UFC dans 2 ans », je comprends même pas qu'il y en a encore qui croient à ce genre de conneries. Bah après, ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient en leur potentiel, qui disent ouais. Tu crois en ton potentiel. Oui, mais du coup, quand on leur commence à leur raconter des histoires. T'es meilleur, t'es ceci. Mais ça, mais tu vois là où moi j'aime ce parcours amateur qui commence à arriver, c'est quand même jusqu'à il y a 2 ans même, je vais même pas aller loin. Un gars qui voulait faire du MMA, il commençait direct en pro, premier combat. Et j'en connais, j'ai même des amis à moi, ça leur a coûté cher. J'en connais plein aussi. J'en connais plein. Il sait de qui je parle. J'en connais plein, je l'ai expliqué, donc je sais. C'est ça, mais c'est relou parce que il y a plein de mecs où je me dis, s'ils avaient eu rien que 10 combats en amateur, ou voilà, ils seraient fait une expérience, là ils arrivent en pro contre un mec, bon il y a ce côté en France où quand même c'est un peu limité, mais tu vois, des fois, t'as un mec, il a une carrière derrière lui, en taille, en machin et tout, de fou. Il arrive en MMA, il casse des bouches. Et à côté, t'as des jeunes, eux, ils ont rien. Comme ils ont commencé par le MMA, comme tu dis, ils ont 20 ans, 19 ans. Premier combat, bam. C'est une dinguerie. Donc moi, je suis pour l'amateur à fond. Oui, moi, je suis aussi pour le circuit amateur, comme ça se fait dans les autres sports, finalement. En Muay Thai, tu classe C, classe B, là, tu fais tes combats. En anglaise. En anglais, c'est pas grave. En anglais, tu passes toute ta vie en amateur. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils arrivent en pro, ils ont déjà 60 combats en amateur. Mais oui, mais je trouve ça bien. Et encore une fois, le niveau amateur en France, moi, je vois, surtout sur les Supreme League, les 100%, l'AEF de Willy Sirop. Moi, j'ai été bluffé. Mais j'ai dit, mais je suis où? J'ai l'impression d'être à une compétition de pro. Le niveau était énorme. Là, on va faire la EF4 d'ailleurs à Rennes, là, qui arrive. La carte, elle est monstrueuse. Ce ne sont que des amateurs. Que des amateurs. Et tout le monde est chaud sur la carte. Limite, il va y avoir un autre gala pro en même temps. Les gens, ils vont venir à la EF. Parce que le niveau est extraordinaire. C'est ça, mais clairement, pour moi, Willy Sirop, faut lui donner ce qu'il mérite parce que il a fait du MMA amateur en France. Un truc qui hype en fait. Tu vois, alors que le amateur, on s'en foutait un peu. Enfin, le grand public, en tout cas, le calculait pas. Ouais, non, mais après, moi, je regardais les IMMAF, je kiffais, tu vois. Le mot est juste quand tu dis on s'en foutait, et c'est un terme péjoratif, mais c'est la réalité. Bah oui, c'est ça, parce que c'est péjoratif. C'est ça. Moi, tu me sors un match de Ligue 2, bon, c'est pas des amateurs pourtant, mais ça me... Sauf que dès que des fois, tu allumes la télé, tu vois que le match de Ligue 2, il est terrible, ouais, finalement, c'est bien. À partir du moment où tu t'y intéresses et que tu es franc et que tu dis finalement, ça joue bien. Bah, le MMA amateur, c'est pareil. Et wow, la Supreme League avec Hatch, c'est équipe amateur. C'était vraiment un niveau de fou. Ouais. Donc, il y a ce vivier d'amateurs. Et quand on pense que ces mecs-là vont devenir pros,
J'espère juste qu'ils vont pas se perdre, aller dans des équipes qui leur font miroiter dans 2 ans, tu es à l'UFC, tu as gagné 1 million. J'espère qu'ils vont rester les pieds sur terre et ça passe par la formation et par les coachs qui ont cette faculté à dire tu redescends, hein, on va y aller, mais tranquillement. C'est ça. Et puis, mais un Willy, un Hatch, c'est des mecs, ils arrivent aussi à monter la sauce, à créer vraiment un événement, mais avec des mecs qui vont se trash talker, des ceintures. Bon, tu vois, Willy s'est inspiré clairement de l'UFC. Oui. Il a dit ça sert à rien de faire autant aller prendre la meilleure tout de suite, tu vois, la plus belle et tout. Et t'as les mecs qui sont forts et surtout les jeunes. Ce qu'ils ont tout capté, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, ils se lancent des pics sur les réseaux, ils font des stories, des machins. Donc ils ont réussi à capter ce truc-là, qui fait que, en fait, c'est comme des pros. Et aujourd'hui, je pense en France, on les connaît limite. On commence à connaître plus les amateurs que certains pros. Parce que les pros, ils sont moins sur les réseaux. Déjà, ils sont un petit peu plus vieux, donc je pense qu'ils lâchent un petit peu toute cette partie, même si on sait que maintenant les réseaux... Mais c'est vrai que... Alors moi, c'est bizarre, mais les réseaux sociaux, je les regarde jamais. Le trash talk et tout, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense que c'est générationnel aussi. Pourtant, j'use et j'utilise les réseaux sociaux, mais pour... je vais pas régler mes comptes sur les réseaux sociaux, bref. Moi, ça m'intéresse pas trop parce qu'en fait, je veux pas avoir de parti pris. Quand je vais speaker quelqu'un, je veux que j'ai la même énergie pour les deux. S'il y en a un, je le trouve, c'est une tête de con, je veux pas le savoir. Ouais. T'as peut-être été méchant, mais je ne sais pas, donc je vais te présenter de la même façon que l'autre. Voilà, c'est juste pour ça. Mais maintenant, c'est vrai, tu le dis justement, sans les réseaux, la hype de l'événement serait beaucoup moindre. Parce que moi, le trash talking, c'est pas tant les clashs qui m'intéressent et le fait de faire des face-à-face et tout. C'est qu'en fait, maintenant, tu vois, avant, on va entendre parler d'un événement au moment de l'événement. Et là, on va dire 2-3 mois avant, t'attends cet événement alors que c'est un amateur. Mais tu sais, t'as vu un face-à-face dans la cage, il y a des pics sur les réseaux, tu dis c'est quand la date là? Tu vois, c'est ça. Et ils sont malins parce que les organisateurs, maintenant, ils s'en servent de ces réseaux et il le faut. Je le reconnais bien volontiers. Et ça marche. Ça marche parce que les événements sont pleins, tout simplement. Alors, pas tous, mais ceux qui arrivent vraiment à jouer avec ça, Hatch, Willy, même le MMA Grand Prix, tous les mecs qui arrivent à en jouer, tu vois tes gradins pleins, c'est que tu as fait le boulot. C'est ça. Et puis là, il y a de plus en plus d'organisations aussi. À mesure que les gens commencent à regarder, des pros, des amateurs, comme on a dit. Mais dans ce circuit-là, il commence à un peu se vivifier. Il y en a beaucoup. On te voit partout en plus, même 20 ans plus tard, t'es encore là, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette nouvelle génération d'organisation? C'est génial. Alors, pour plusieurs raisons. Pour les combattants, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'opportunités pour boxer, et ça c'est génial. Pour le public, parce que du coup, c'est plus seulement qu'à Paris. Avant, c'était vraiment localisé dans la capitale. Maintenant, il y a les 4 coins de la France. Pour nous, le staff, parce que ça nous donne du boulot. Faut être, on mange, donc ça nous fait travailler. Et puis voilà, ça fait cette visibilité qui va faire que nous qui œuvrons depuis des années pour les sports de combat, la reconnaissance des sports de combat, on en parle sur des grandes chaînes maintenant. Donc c'est un succès, il faut que ça perdure, mais attention, le trop n'est pas forcément le mieux. C'est-à-dire que trop d'organisation, et je pense qu'il y a un moment, là ça fait ça va faire ça, et après ça va faire ça. Les meilleurs vont rester. Exactement. Parce que là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Là, je vois des trucs. Moi, j'ai même refusé, je vais pas dire le nom pour pas vexer, j'ai refusé des organes en disant mais non, ça sert à rien. Et j'ai eu raison de les refuser. Mais c'est compliqué parce que ça coûte de l'argent. Bien sûr. C'est pas rentable. Non, c'est pas rentable. Le mec organise pour la première fois, faut pas s'imaginer qu'il va gagner des millions. Il va perdre de l'argent. Ou alors, il va juste être à l'équilibre, c'est qu'il aura eu énormément de chance. Il faut y croire, il faut persévérer et il faut bosser, rien de plus. Voilà. Mais attention, trop de galas risquent de tuer les galas. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je suis content, ça me donne du travail. C'est ça. Et justement, en tant que speaker numéro 1 du MMA français, est-ce que tu aurais des anecdotes qui t'ont marqué, quelque chose de folklorique ou pas du tout sentimental, n'importe quoi la chose qui t'a le plus marqué dans ton métier, que ce soit en préparation, pendant ou en post-fight? Alors, comme on appelle des dossiers, je pourrais écrire un livre. Parce qu'il faut savoir que moi, j'arrive souvent la veille quand c'est en province pour faire les pesées. Et même quand il n'y a pas de pesée, je préfère être là la veille pour être bien le jour J. Mais des anecdotes, j'en ai plein. Mais il y en a une où on a... Alors, je ne sais pas si vous la mettrez ou pas.
Mais ça, avec certains combattants et certains coachs, disons que ça a fini en partie olé olé avec des ringers. Ah ouais, c'est ça en fait. Je citerai pas les noms et je citerai C'est pas mieux que tu les cites pas, je crois. et je citerai pas leurs gars, ils se reconnaîtront. Mais voilà, après bon. C'est mieux après le combat qu'avant le combat. Ouais, C'est pour perdre le poids. C'était après le gala. Mais après, il y a des orgas où il y a une ambiance incroyable. Le KOC à Cognac, organisé par les frères Fernandez. J'adore. Et là, j'ai loupé l'année dernière et cette année encore, je le loupe. J'ai appelé Fred il y a 3 jours. Ça me fait chier de ne pas y aller parce que bon, j'ai une obligation professionnelle le dimanche matin et je ne peux pas la louper. Mais là, c'est voilà, des anecdotes où ça finit. Alors, moi, je ne bois pas, c'est pas pour me dédouaner, mais des soirées, des afters après les galas qui sont mémorables. Et où là, où tu ranges ton portable, personne sort le portable. Parce que tout ce qui se passe à Cognac reste à Cognac. Pareil, sur le MMA Grand Prix, quand on a fait Bordeaux l'année dernière, on est resté 4 jours. Il y a eu des soirées, mais des trucs après qui sont pas forcément, où c'est des dossiers de dingue, mais où tu revois des mecs, les Jean-Michel Fouassard de Marseille, Fred Boisjol de Corse, on se connaît depuis des années, on passe des soirées incroyables. J'en ai plein des anecdotes, après des plus marrantes, il y en a plein, mais je veux pas mettre les gens dans l'embarras. Mais avec Jean-Marie Mercher, on a fait des soirées, mais quand je vous dis des soirées incroyables, je peux vous dire que c'est carré rose. C'est même sur Canal+, le premier samedi soir du mois, ça ne passerait pas. Déjà Bordeaux, Cognac, ça met un peu l'ambiance. Ouais, voilà, Bordeaux, mais tout, hein, même dans le Nord, partout. Marseille, quand j'ai été speaker à Marseille, moi, le speaker parisien, moi qui suis pro PSG, aller speaker un mec qui est des fanatiques de l'OM, qui s'appelle Sofiane Belaïd. Quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, il a fait son premier combat à Cognac. C'est Jean-Michel qui me dit putain, je vais te présenter Sofiane, fanatique de l'OM, je lui ai dit que tu étais pro PSG. Il arrive, on se connaît pas. Hein. On se serre la main, il fait t'es PSG. Je dis moi j'adore PSG. Je dis mais c'est moi qui vais te piquer. Il fait oh putain, piqué par un Parisien. Il est sur le ring et il sait pas. Je fais Sofiane, le fanatique de l'OM, Belaïd. Ça l'a tellement touché que moi, pro PSG, je dis ça. À la fin, il gagne son combat par KO, on se tombe dans les bras, il a combattu au 100% fight et tout ça, et il me dit à chaque fois qu'on se voit, il me fait putain, t'es le seul enculé parisien que j'aime. Voilà. Et moi, je lui ai toujours dit, je t'invite au parc, Sofiane vient, il fait oh putain, tu crois que moi, l'OM, je vais rentrer le Parc des Princes. Et c'est génial, ces anecdotes comme quoi, voilà, et on en a plein des comme ça. Et quand Fred Boisjol fait son gala en Corse, on se retrouve, on était avec Cyril Diabaté, avec Freddy Lépine, où tu as plusieurs générations qui se retrouvent et tu passes des soirées à refaire le monde. Daniel Voirin au GF Anime s'est posé dans le Novotel à refaire des anecdotes qu'il me racontait au Brésil, mais des trucs qu'on peut pas raconter là. Mais tout ça, c'est le milieu du MMA que j'adore, ce petit microcosme qui fait que malgré toutes les tensions qu'il y a, quand on se retrouve, putain, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est un plaisir, moi j'adore. Entre anciens, il doit y avoir des choses à se raconter. Entre anciens, en nouveau, parce que du coup les nouveaux nous écoutent. Ah, vous avez fait tout ça? Ouais, mais les gars, mais vous le ferez, parce qu'il y a un moment, vous aussi, vous avez des anciens. Et vous aussi, vous allez raconter des histoires. L'avantage qu'on a sur vous, c'est qu'on a l'expérience. Ça, vous pouvez pas nous enlever. Bah écoute, ça a été un énorme plaisir de pouvoir discuter avec toi. Un plaisir partagé, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pris du temps aussi. Merci beaucoup. En espérant que cette petite discussion vous a plu. Donc je vous invite à aller suivre Sébastien sur les réseaux, au théâtre, également à Montmartre pour les Parisiens. On peut pas esquiver. 21h30 tous les jeudis jusqu'en décembre. Et même le 31 janvier, on sera de la partie. Voilà, donc j'espère que tout est noté là sur les téléphones, les calendriers. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on vient de sortir le dernier épisode de notre série sur le Jiu-Jitsu dans les favelas au Brésil. Génial. Donc allez regarder. Ah oui, regarder. Bah, je vais regarder, ouais. Voilà. Ah oui, non mais obligé, bien sûr, c'est obligé. Et plein de bonnes choses nous attendent, des beaux événements et de belles interviews aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.